Bonjour, bonjour. Vous êtes sur le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on fait l'item 347 sur la rétention aiguë d'urine. Salut, salut! Allez, c'est Robin et donc, comme l'a bien dit Emma, on va faire l'item, sur la rétention aiguë d'urine donc, un petit chapitre d'urologie. Allez, bon, beh, déjà, je commence par dire qu'on est 800, sur le podcast, 800 abonnés, donc ça fait très, très plaisir. Vous pouvez continuer, à partager autour de vous, à faire connaître le podcast. Même si moi, bon, bah, ça m'apporte rien de plus que, voilà, qu'une petite fierté personnelle, d'aider le maximum d'entre vous. Allez, et n'hésitez pas aussi à mettre une petite note sur Spotify, une 5 étoiles si possible, ça fait toujours plus plaisir et sur, Apple Podcast, je crois que vous pouvez mettre aussi des commentaires, donc n'hésitez pas pour donner envie à vos collègues. Allez, donc on commence, une fois n'est pas coutume, par la définition de la rétention aiguë d'urine. Donc, c'est tout simplement l'impossibilité totale et soudaine d'uriner malgré un besoin impérieux ou douloureux. Les principales causes, donc, il y a déjà des obstructions mécaniques ou des anomalies de contraction du détrusor ou des sphincters. Donc, pour les obstructions mécaniques chez l'homme, ça va être notamment lié à une hypertrophie bénigne de la prostate, une prostatite ou un cancer de la prostate. Mais globalement, c'est au niveau de la prostate que ça se passe. Chez la femme, ça va être lié souvent au prolapsus génital, sévère ou un cancer du col utérin et chez les 2, donc là, des causes que l'on retrouve chez les hommes et chez les femmes, ça peut être une lithiase tout simplement, un corps étranger qui soit vésical ou urétral, un fécalome, un caillotage endovésical, une tumeur de vessie, des tumeurs pelviennes, une sténose de l'urètre et la constipation également. Voilà pour les obstructions mécaniques. Pour les anomalies de contraction détrusorienne ou sphinctérienne, donc là, ça peut être lié à la vessie claquée, on va le voir juste après. Ça peut être lié à des neuropathies périphériques, donc là, des polyneuropathies liées au diabète, à l'alcool, etc. Le syndrome de Guillain-Barré, le syndrome de la queue de cheval également, et aussi des neuropathies post-opératoires, donc notamment dans le cas de chirurgie pelvienne. Après, on peut avoir des neuropathies, non pas périphériques, mais centrales. Donc là, ça peut être lié à la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, des lésions cérébrales ou médulaires, etc. Et après, ça peut être des causes aussi iatrogènes, comme un peu dans toutes les pathologies. Donc là, ça peut être des analgésies péridurales, qui peuvent anesthésier du coup et faire une rétention aiguë d'urine, des anticholinergiques, tous les médicaments opiacés, les antiparkinsoniens également et les benzodiazépines. Voilà, voilà. Alors, au niveau de la physiopathologie, quelques mots. Donc la miction normale, elle va requérir, un col vésical qui va s'ouvrir volontairement, un urètre sans rétrécissement, une vessie qui va bien se contracter grâce aux muscles du détrusor, et enfin le système nerveux qui permet une contraction détrusorienne et une relaxation sphinctérienne et tout ça de manière simultanée. La rétention aiguë d'urine, elle peut donc être provoquée, par une obstruction mécanique, donc liée à l'urètre sans rétrécissement, le col vésical qui s'ouvre et cetera. Soit elle peut être provoquée aussi par une anomalie de la construction détrusorienne et donc on vient de voir un petit peu les grandes principales causes. Donc là, il reparle des causes, mais ça reprend exactement les mêmes choses qu'on a dit. OK. Allez, on passe maintenant aux éléments cliniques. Donc classiquement, le patient il va se présenter aux urgences pour une douleur suspubienne et l'impossibilité d'uriner malgré la réplétion vésicale, parfois avec une agitation. À l'interrogatoire, donc on va rechercher les antécédents urologiques, les symptômes associés s'il y en a, donc là, notamment la fièvre, une hématurie, des troubles du transit. On va rechercher également les symptômes qui précèdent la rétention. Est-ce qu'il y a eu une dysurie juste avant? Une sensation de mauvaise vidange vésicale? Voilà et ensuite on va demander au patient ses traitements habituels. Après on va passer à l'examen clinique du coup. Donc là, généralement, on aura la présence d'un globe vésical qui sera caractérisé par une voussure hypogastrique
avec une matité suspubienne. Le toucher rectal chez l'homme, il va être nécessaire afin de faire le diagnostic étiologique. Donc là, on va rechercher un fécalome, une hypertrophie bénigne de la prostate, une prostatite ou un cancer de la prostate. Et on va faire aussi les touchés pelviens chez la femme pour voir s'il n'y a pas de prolapsus, de tumeur pelvienne ou de fécalome. Voilà. Il faut éliminer ensuite les fausses, incontinences urinaires, voilà, parce que là, il va s'agir d'une incontinence par regorgement, en fait. Voilà, voilà. Alors, les présentations cliniques atypiques maintenant de la rétention aiguë d'urine, parce que là, bon, ce qu'on vient de décrire, c'était ce qu'on retrouve la plupart du temps, mais des fois, ça ne voilà, on l'a pas comme ça directement. Donc là, c'est notamment chez les patients âgés, voilà, qui sont hospitalisés souvent pour syndrome confusionnel d'origine indéterminée, donc on va vouloir éliminer la cause, urinaire avec la rétention aiguë d'urine. Chez les patients ensuite diabétiques ou blessés médulaires, la rétention aiguë d'urine, elle peut être non douloureuse du fait une hyposensibilité vésicale secondaire à la neuropathie végétative. Voilà. Ensuite, chez les patients blessés médulaires, donc qui sont avec une lésion au-dessus de T6, il peut y avoir une hyperréflexie autonome et ça peut être le seul symptôme de la rétention aiguë d'urine chez ces patients-là. Et enfin, chez les sédatés, donc les patients qui ont une sédation, une analgésie, la rétention aiguë d'urine, elle peut être non douloureuse également du fait de l'anesthésie. Voilà, donc chez ces patients-là, on peut ne pas avoir la douleur et cetera. Alors, les signes cliniques qui vont distinguer la rétention aiguë d'urine de l'anurie. Eh bien, en fait, déjà, il ne faut pas confondre les 2 parce que, l'anurie, elle va correspondre, elle, à une absence de production d'urine par les reins. Et donc, en cas d'anurie, le patient ne présentera ni douleur, ni l'envie d'uriner, ni un globe vésical. Donc, c'est juste qu'il ne pisse pas parce qu'il n'a pas de production d'urine. Voilà. Alors, pour le bilan initial de la rétention d'urine, eh bien, il n'y a pas d'examen complémentaire qui est requis en urgence. Par contre, donc c'est la clinique qui va faire le diagnostic, mais en cas de doute diagnostique, une échographie suspubienne peut être réalisée pour évaluer la réplétion vésicale. Donc là, nous, c'est vrai qu'aux urgences, bon, on a pas mal de rétention aiguë d'urine et du coup, souvent on fait un bladder scan à ces patients pour estimer un petit peu le volume, d'urine, dans la vessie. Voilà, ça peut orienter déjà, avant de même aller voir le patient. Souvent, c'est à l'IAO, à l'infirmière d'accueil que ça se fait. Comme ça, après, on a la donnée numérique et chiffrée et ça permet aussi après d'évaluer, la bonne vidange vésicale pour comparer le volume qu'on retrouve dans la poche, du sondage de la sonde urinaire, pour comparer avec, le volume qu'on avait à l'arrivée du patient. Donc voilà. Alors, les indications des examens biologiques et d'imagerie de première intention. Donc là, les examens complémentaires, ils vont être réalisés après le drainage vésical. Voilà, ce qui est important, c'est déjà de drainer la vessie pour soulager le patient, déjà, premièrement. Donc après, on va faire des examens à la recherche des complications. Donc là, notamment rénales. Donc on va faire la créatininémie, le ionogramme sanguin. Donc avec, on va rechercher une hypercalémie, une hyponatrémie, une acidose. Et on va faire ensuite l'échographie du haut appareil urinaire, à la recherche de dilatation. Puis, voilà, une fois qu'on aura recherché ces complications, on va faire des examens à visée étiologique cette fois-ci. Donc on va faire un ECBU systématique pour voir si, voilà, il n'y a pas une infection urinaire ou quoi que ce soit. Et après on pourra faire une échographie vésicale et prostatique également, à la recherche, de tumeurs, de lithiases, d'épaississement du détrusor et aussi évaluer le volume prostatique. Alors, donc maintenant, on va regarder un petit peu au niveau des éléments de gravité, en cas de rétention aiguë d'urine. Donc là, en fait, ces éléments de gravité, ça va être la fièvre déjà. Donc là, en cas de fièvre associée à une rétention aiguë d'urine, on va rechercher principalement une prostatite, donc en s'aidant de la BU, voire de l'ECBU si la BU est positive. On va ensuite proposer une hospitalisation et une antibiothérapie probabiliste.
et ensuite, qu'on va adapter dans un second temps avec les résultats de l'ECBU. Donc là, ça va être, nécessaire de faire l'antibiothérapie. Ensuite, l'hématurie, ça c'est aussi un élément de gravité, et donc là, en cas d'hématurie associée, à la RAU, on va faire un sondage vésical avec des lavages vésicaux, heu et ça va être nécessaire pour éviter en fait le caillotage et du coup, voilà, évacuer les caillots si c'est ça qui est responsable de la rétention aiguë. Et donc là, pour faire ces lavages vésicaux et ce sondage, ça va être une sonde à double courant, en fait. Voilà. Et après, l'insuffisance rénale aiguë, ça aussi, c'est un élément de gravité. Et donc là, en fait, ça se fait parce qu'il y a l'hyperpression endovésicale, donc dans la vessie, due à l'urine qui est retenue. Ça peut entraîner une dilatation des cavités piélo-calicielles, en amont du coup, ce qui peut induire une insuffisance rénale aiguë. Et donc là, les signes cliniques, mais qui vont être d'apparition plutôt tardive, ça va être les nausées, les vomissements, les troubles visuels aussi, des diarrhées et des céphalées. Voilà pour les 3 principaux éléments de gravité, donc fièvre, hématurie, insuffisance rénale aiguë. Maintenant, les complications secondaires à la rétention aiguë d'urine. Donc là, il y en a 3 aussi. Ça va être premièrement l'hématurie à vacuo. Donc là, en fait, c'est dû à la rupture de veines sous-muqueuses au niveau de la vessie. Et ça se fait en cas de vidange vésicale trop rapide. Donc là, en fait, il va être conseillé pour éviter ça, de vider la vessie progressivement et de clamper la sonde vésicale tous les 500 millilitres pour éviter du coup cette hématurie à vacuo. Après, on peut avoir le syndrome de levée d'obstacle. Ça va être une polyurie transitoire avec un risque de déshydratation et ça, c'est dû à une surcharge hydrique et à une tubulopathie avec une incapacité de concentration des urines. Et donc là, le dépistage va reposer sur une surveillance horaire de la diurèse et le traitement va reposer sur une compensation hydrique par voie intraveineuse. Voilà, donc voilà, si on a un syndrome de levée d'obstacle, le rein ne va pas pouvoir réabsorber suffisamment d'eau pour, voilà, pour concentrer les urines et donc on va avoir, une déshydratation par polyurie, donc augmentation du volume des urines. Et enfin, troisième complication, donc là, ça peut être le claquage de vessie et même rarement, on peut avoir parfois la rupture de la vessie. Donc voilà, c'est 3 complications secondaires, l'hématurie à vacuo, avec la rupture des veines sous-muqueuses, le syndrome de la levée d'obstacle et troisièmement, le claquage de vessie, voire la rupture de la vessie. Alors, maintenant, on va voir un petit peu, au niveau de la prise en charge du coup et les indications du sondage vésical et du cathétérisme suspubien et ça va venir finir tranquillement ce petit épisode. Donc là, en fait, toute rétention aiguë d'urine, c'est une urgence thérapeutique qui va nécessiter un drainage vésical, dans tous les cas, qui peut se faire du coup soit par voie transurétrale, donc avec le sondage classique dans l'urètre, soit par voie suspubienne. Et donc là, le choix du type de drainage, il se fait par le médecin en fonction du contexte et des objectifs de sevrage de la sonde. Donc, les avantages de chacun. Pour le sondage vésical, déjà c'est plus simple à faire. Le drainage se fait de manière déclive, donc avec la gravité, et ça permet également le lavage de la vessie, notamment dans les hématuries, où on va permettre le décaillotage et donc voilà, la dissolution des caillots sanguins avec les lavages qu'on va faire. Donc ça, c'était l'avantage du sondage vésical. Les avantages du cathétérisme suspubien. Donc là, on peut faire une épreuve de clampage qui est possible, voilà, pour évaluer notamment la reprise mictionnelle. Et ça va éviter le risque de fausse route urétrale, donc de lésion de l'urètre avec la sonde déjà. Les inconvénients par contre, donc les inconvénients du sondage vésical. Il n'y a pas d'épreuve de clampage possible, et il y a un risque de fausse route urétrale, donc ça c'est ce qui est évité avec le cathétérisme suspubien. Ensuite, les inconvénients du cathétérisme suspubien justement, donc là le drainage ne se fait pas de manière déclive et ça ne permet pas les lavages vésicaux, voilà, dans le cas des hématuries. Donc voilà, chaque, avantage est compensé par les inconvénients de l'autre, donc
Voilà, il faut voir ce qu'on privilégie. Et après, par contre, il y a des contre-indications, donc qui vont pouvoir un peu orienter le type de drainage vésical. Donc les contre-indications du sondage, ça va être, le traumatisme urétral, s'il y en a déjà un à la base. S'il y a une sténose également de l'urètre, là, tout simplement, la sonde ne pourra pas passer, donc bon, mais ça devient une contre-indication. Et s'il y a également un traumatisme du bassin, on ne va pas pouvoir faire de sondage vésical. Les contre-indications du cathétérisme suspubien maintenant, donc là, ça va être, la tumeur vésicale, parce qu'en fait, il y a un risque de dissémination de la tumeur, en fait. Voilà. Le patient traité par anticoagulant aussi, ça va contre-indiquer le cathétérisme parce qu'il y aura un risque de caillotage vésical. S'il y a un doute diagnostique, par exemple avec un risque de lésion intestinale, eh bien, on ne va pas faire le cathétérisme. Les patients qui ont un pontage vasculaire croisé également, ça va contre-indiquer et la présence de cicatrices sous-ombilicales, bon ça c'est une contre-indication relative, mais on va plutôt éviter de faire un cathétérisme suspubien également. Voilà. Et enfin, dernière petite partie du coup sur la prise en charge, en urgence de cette rétention aiguë d'urine. Donc déjà premièrement, c'est une urgence thérapeutique, donc on va faire la prise en charge avant les examens complémentaires comme on a vu tout à l'heure. On va ensuite faire le drainage vésical du coup en urgence, soit par la sonde, soit par le cathéter suspubien. On va évaluer le volume endovésical, lors du sondage, donc avec le volume qu'on a dans la poche à urine. On va prévenir l'hémorragie ou l'hématurie à vacuo, donc là avec le clampage de la sonde tous les 500 millilitres pour éviter le vidage trop rapide, la vidange trop rapide même. On va surveiller et traiter si besoin le syndrome de levée d'obstacle. Donc pour ça, on va faire une surveillance horaire de la diurèse et une compensation hydrique par une voie intraveineuse pour prévenir, la déshydratation du patient et en l'absence de complications, on va faire un traitement ambulatoire. Donc là, voilà, si on n'a pas d'hématurie, pas d'infection, pas de syndrome de levée d'obstacle et pas d'insuffisance rénale, ça va être un traitement juste ambulatoire. Et en cas de complication, par contre, il y aura une hospitalisation qui sera nécessaire. Et donc là, voilà, ils le précisent pas, mais en général, les patients, ils repartent chez eux, avec une sonde, vésicale, s'il y a eu un sondage, en tout cas, à demeure. Ça va rester généralement, voilà, 2 semaines à 3 semaines avec une petite poche qui se met, sur la cuisse, pour la journée, qui a un volume plus petit que celle que le patient a la nuit. Et voilà, ça va être une infirmière qui va passer régulièrement faire la surveillance, de la sonde, de la poche également et on va devoir prescrire du coup des poches de tailles différentes pour la nuit et le jour et ensuite il faudra faire l'ablation de la poche à 2 semaines, voilà, une fois que la diurèse, a bien repris. Voilà, voilà. Bon, mais c'est tout pour ce chapitre. J'espère que ça vous aura bien, mis les choses au clair sur ça. Et puis, voilà, passe une bonne journée et on se revoit mercredi pour le prochain épisode. Ciao, ciao.